Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette émission, l'interview de cette semaine qui reçoit une personnalité du monde électoral, Rufin Godjo. Il a été ancien directeur de la logistique à la Sénat, mais il porte plusieurs casquettes, spécialiste des questions électorales. Il nous vient fraîchement d'une mission électorale en République démocratique du Congo. Monsieur Godjo, bonjour. Bonjour, cher Abel Louisa. Merci d'accepter notre invitation. À l'entame, dites-nous, tout ce qui se passe, tout ce qui se trame autour des questions électorales, notamment la question du code et de la révision de la Constitution. Vous, en tant que spécialiste des élections, qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, le sentiment, je ne vais pas vous cacher, j'ai moi un sentiment de tristesse. Un sentiment de tristesse fondé sur le fait que les motivations qui sont derrière les réformes ne me paraissent pas clairement expliquées. Mais ma frustration est d'autant plus grande que je n'ai pas encore senti dans ce débat déterminant la structure qui a éprouvé le code électoral. C'est la Commission électorale nationale autonome du Bénin, la Sénat, qui a mis en œuvre le code électoral. Ce n'est pas le Parlement qui a mis en œuvre le code électoral. Le Parlement a voté la loi, mais c'est la Sénat qui a mis en œuvre ce code. Et donc, j'aurais été heureux que la Sénat, sur la base de son expérience probante, à travers des élections concrètes, dise les difficultés qu'il y a dans la mise en œuvre, dans l'implémentation du code électoral. Voyez-vous, M. Ayiboïcha, on ne peut pas accepter que sur des sujets aussi délicats, que le débat soit confisqué par un compartiment de la société. Vous voyez, aujourd'hui, c'est le débat, je dirais, quasi exclusif de la société, des politiciens et quelques experts. Je pense que la Sénat doit donner de la voix pour dire la manière dont elle a mis en œuvre le code et quelles sont les difficultés, parce que là, c'est concret. La Sénat a mis en œuvre le code, peut dire par compartiment les difficultés qu'on relève. Je regrette un peu. Lorsqu'on regarde, déjà depuis 2019, après les élections, on a constaté quelques insuffisances de ce code électoral. Vous étiez acteur, vous étiez sur le terrain. Quelles sont ces insuffisances et en son temps, qu'est-ce qui avait été fait? Non, il faudrait que je précise de ma petite connaissance que j'ai des affaires électorales. Il n'y a pas de bon code électoral. Il n'y a pas de bonnes lois électorales. Il y a des lois électorales qui sont votées par les parlements, mises en œuvre par les commissions électorales et qui ont leurs forces et qui ont leurs faiblesses. Et pour moi, en tant que praticien des élections, dès lors qu'un code électoral permet de faire une élection, ça veut dire que c'est un bon code. Mais qu'on peut améliorer par endroit. Les améliorations sont de plusieurs ordres. Il y a des améliorations qui sont liées à la facilitation du processus électoral, qui sont liées aux dispositions à mettre en œuvre pour permettre à la commission électorale de faire le travail plus facilement, sur plusieurs aspects, soit les délais, soit des formulations qui ne tiennent pas la route, ou des aspects. Il y a d'autres aspects qui ne sont pas du ressort de la Sénat. Ça, c'est disons, les questions liées aux politiciens, par exemple, la structuration de la Sénat, combien de membres, nombre de mandats et autres. Et donc, pour la communauté, je vais dire la communauté de cadres ayant eu en charge la gestion des élections, oui, 2019, c'est pas moins bon, ça fait quelle élection, si je ne m'abuse, les législatives. C'est la question du seuil de représentativité, les 10%, n'est-ce pas? Et ce point avait été fortement critiqué. Il y a aussi le fait que par la question du certificat de conformité, ou le fait pour les partis politiques se conformer à la charte des partis politiques à l'époque, il y a eu quelques couacs qui ont malheureusement débouché sur des événements que je ne vais pas expliquer ici. L'un mis dans l'autre. Dès lors qu'on a réussi à faire l'élection, ça veut dire que un code comme ça, on peut vivre avec, mais en améliorant les aspects. Il faudrait qu'on ne fasse pas 2 pas en arrière, 1 pas en avant, qu'à chaque fois que ce qu'on gagne soit des éléments solides. Vous voyez, lorsqu'on change le code, la
propension naturelle de la commission électorale, c'est de multiplier le document et de faire la formation autour. Et puis après quelques semaines encore, on change. Ça ne stabilise pas notre système. Et donc, moi, je pense, oui, certainement qu'il y a des problèmes. Mais les problèmes des politiques n'est pas le problème de la société civile. Le problème de la société civile n'est pas le problème de la commission électorale. Le problème de la commission électorale n'est pas peut-être le problème des forces armées. Et donc, ce serait intéressant, de mon point de vue, que les parties prenantes au processus électoral puissent s'asseoir dans un cadre serein pour discuter et donc qu'un pan de la société s'arroge un débat aussi important. Alors, à l'exercice en 2019, 2020, 2021, où il y a eu intervention de ce fameux parrainage, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Nous tendons vers des élections générales. Dites-nous, à quoi faut-il toucher dans le code pour améliorer, si besoin y était, ce code électoral, et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas rater ce tournant de 2026? Non, M. Adjibou, je voudrais vous rappeler que en 2020, j'ai quitté la Sénat pour aller servir d'autres institutions pour l'international. Donc, je voudrais parler de ce que je sais et ce que j'ai pu faire. Donc, 2020, voilà. Maintenant, on peut parler de la théorie générale. Le parrainage, c'est quoi? C'est de renforcer la légitimité du ou des candidats à une compétition électorale. Qu'en plus des conditions liées à l'âge, à la nationalité, au paiement des impôts et autres, que l'on renforce pour rechercher un peu, je dirais, un ressort ou un appui ou une reconnaissance de la société. Ailleurs, ce sont les citoyens libres qui parrainent. Au Bénin, on a retenu que ce ne sera pas les délégués du quartier, ce ne sera pas les conseillers municipaux, ce sera les maires et les honorables députés. C'est un choix. Bon, moi, je n'ai pas d'avis ou de critique sur le choix dans son essence. Pour parrainer, oui, ce serait intéressant que, dans le cas d'espèce, le duo président de la République et vice-président ait le parrainage. Certains estiment que, bon, c'est aller trop haut, qu'on pourrait descendre plus bas. C'est un débat qui peut se faire de façon ouverte pour voir l'équilibre qui arrangerait. Et il me semble que les parlementaires ne sont pas figés non plus. Ils paraissent, les quelques-uns avec qui ils discutaient, paraissent un peu ouverts aux discussions novatrices et positives qui peuvent aider. Moi, mon souci, ce n'est pas les débats, conjoncturels. Comment on procède pour renforcer le système électoral? C'est-à-dire que comment on procède pour qu'après une élection, on gagne en solidité, on gagne en expérience, on gagne en compétences et que les scrutins qui arrivent ne fassent pas peur, ne créent pas. Écoutez, le code électoral, c'est l'outil qu'on met entre les mains de la commission électorale. Aujourd'hui, demandez à un cadre de la commission électorale comment on veut faire les élections, il vous dira nous attendons que les honorables députés votent la loi. Ça ne fait pas bien lorsque c'est depuis 1995 qu'on a commencé cette affaire-là et ce serait bien que nous ayons un cadre législatif électoral un peu plus stable. Alors, l'autre question qui me vient à l'esprit, est-ce qu'il est nécessaire de toucher à la Constitution si tant est qu'il y a besoin de toucher au code électoral? Vous savez, le monde évolue, le monde n'est pas statique. Et les défis d'hier ne sont pas les défis d'aujourd'hui. Les défis d'aujourd'hui ne sont pas les défis de demain. Il y a 25 ans, si on peut parler de téléphone portable, peut-être c'est quelques privilégiés qui ont un téléphone portable. Aujourd'hui, je peux prendre mon téléphone, envoyer de l'argent à ma tante qui est à Latitengu par Momo pour se faire soigner. Donc, le monde évolue et il faut que l'arsenal législatif constitutionnel s'arrime aux défis du temps. Donc, moi, en tant que Rufin Godjo, je ne suis pas contre une révision. Mais pardon, il faudrait qu'on prenne de petites précautions. La première précaution, pourquoi on veut réviser la Constitution? Et lorsqu'on révise, quel est le problème qu'on veut régler? J'ai l'habitude de faire un parallèle en privé avec les amis qui m'intéressent. Je dis, chez nous, la loi permet par exemple qu'on déplace un corps d'un lieu A à un lieu B. Il suffit qu'il y ait des décisions de justice pour permettre, n'est-ce pas, d'enlever le corps, n'est-ce pas, il y a un conflit ou bien que l'endroit va être exploité et on déplace ça d'un lieu A à un lieu B.
est-ce que dans notre culture, dans notre vision du monde, dans notre société, c'est un fait banal, un fait ordinaire qu'on se permette d'exécuter au quotidien? La réponse est non. Je compare ça à la révision. Moi, je pense qu'en allant vers ce projet, il faut que la main de tout le monde tremble. Quand je dis tout le monde, premièrement, ça ne peut pas être l'affaire seulement des députés et des acteurs politiques. Ce n'est pas possible. Deuxièmement, même si c'est ouvert à l'ensemble des partis pour notre processus électoral, que ce soit la commission électorale, que ce soit les parlementaires, que ce soit les juges, que ce soit le gouvernement, que ce soit la société civile, que ce soit les têtes couronnées, il faudrait que la communauté qui avance vers ce projet vraiment ait un peu peur. Que sa main tremble. Parce que, en voulant bien faire, si on ne prend pas de précautions, on peut créer à l'avenir des problèmes. Je reviens au débat récurrent. Peut-être que je n'ai pas très bien compris le fond du débat, mais de ma lecture, ce qui me revient, c'est que on souhaite que le futur président de la République ait une majorité stable pour gouverner en paix et ait un nombre consolidé d'élus communaux et municipaux de manière, disons, à avoir la paix pour exercer le pouvoir dans le cadre. Pour moi, c'est un peu incompatible avec la démocratie. La démocratie rime avec la contradiction. Si vous avez la chance d'avoir un parlement qui est votre cause, bingo, ça marche, vous avancez. Mais si vous avez la malchance d'avoir un parlement qui n'est pas à votre cause, bon, vous allez négocier les tournants importants de la République. Donc, on ne peut pas, pour moi, avancer l'argument et qui nous dit même que, même si on inverse les élections, que forcément, la couleur du Parlement sera forcément à l'avantage du chef de l'État qui sera élu. Personne ne le sait. Ce sont des spéculations. C'est un vote, et c'est le vote est secret. Donc, moi, je pense que peut-être qu'il y a d'autres arguments, d'autres motivations, d'autres questions que je ne scène pas encore. Mais quand on me dit que c'est pour offrir une majorité au chef de l'État de 2026 ou au duo qui sera là en 2026, je me dis c'est faible, c'est pas solide. Il y a aussi la question des dates pour les élections générales de 2026. Déjà, on a eu des modifications de date de l'échéance du mandat du chef de l'État lors des élections de 2021. Il y en a qui pensent que ce n'est pas normal qu'on touche à ces sujets sensibles de la République. Aujourd'hui, nous allons vers des élections générales. Les questions de date se posent. Il y en a qui pensent qu'il faut faire les présidentielles avant les législatives, alors que les tests prévoient autre chose. Vous, de votre point de vue d'expert, qu'est-ce que vous pensez qu'on puisse faire? Je ne serai pas prétentieux. Moi, je suis pour donner des instructions à la classe politique sur l'ordre des élections. Pour l'instant, ce que je sais qui est calé dans la Constitution, c'est qu'on fait les législatives, les communales, le deuxième dimanche du mois de janvier, et que bien c'est après, en avril, qu'on fait la présidentielle. Certains demandent d'inverser. Je renvoie à la question de la révision, sans toucher à un article. Le principe de révision, je vous demande simplement, qu'est-ce qui justifie l'inversion? On explique ce qui justifie de façon honnête ce qui justifie l'inversion. Et depuis 2 ou 3 semaines où cette affaire enfle, je n'ai pas encore écouté un argument qui me convainc. Donc, qu'on explique simplement où est le problème, comment on veut le régler, avec quel outil et pour quelle perspective. Sinon, tous les matins, on va se lever pour dire, bon voilà, on coupe la Constitution à gauche, puis à droite, après on rase la Constitution, après on lui porte un chapeau. Ça ne fait pas bien. Et dans le tournant où nous sommes aujourd'hui, moi je pense qu'il y a des sujets plus importants, des sujets des sujets cruciaux, qu'on peut aborder. Et n'oubliez jamais que nous avons au Bénin une cour constitutionnelle résolument audacieuse. N'oubliez pas, en 2015, lorsqu'il a plu au gouvernement d'avant 2016 d'impulser ou de susciter une distribution un peu aléatoire et discutable des cartes d'électeurs dans des zones qui ne sont pas, des zones qui n'aident pas un candidat, la Cour a pris une décision, non, pour dire, en lieu et place de la carte d'électeur, les citoyens votent avec la carte d'identité. Est-ce que le Bénin est tombé en panne pour ça? Donc, moi, je dis, même si on laisse tout en l'état et qu'on butine la question, la Cour va trancher.
La Cour va trancher et dire que désormais, le parrainage n'est pas une disposition substantielle pour lever la difficulté de l'heure, ou dire que au nombre des élus, parce que la question dit il y en a qui sont élus, il y en a qui ne sont pas élus, la Cour va voir dans ce panier-là d'élus, de non-élus, de gens qui n'ont pas été candidats, et voilà ceux qui vont être parrainés, et puis on va avancer. Mais je ne pense pas qu'en 2024, qu'en début d'année 2024, les questions qui doivent nous préoccuper soient les questions de révision et autres. À moins de justifier et de reformuler l'argumentaire pour que les sachants soient plus à l'aise. Votre mot de fin? Non, mon mot de fin, c'est d'exhorter par la classe politique l'ensemble des parties prenantes au processus électoral sur la délicatesse des questions électorales. Ailleurs, c'est une conjonction de coordination et où qui a créé les problèmes graves que nous savons et que je ne vais pas détailler ici. Et donc, dès lors que cette question n'est pas une question banale, une question facile, premièrement, je plaide au niveau de la classe politique, au niveau des parlementaires, au niveau du gouvernement, au niveau des institutions de la République, que ce débat soit le plus ouvert possible. Première chose. Deuxième chose, qu'on retienne qu'on ne peut pas tout le temps prendre le bistouri, charcuter le code électoral, coudre, rafistoler, après défaire encore, après tricoter. Non. Moi, je pense, et qu'il est important d'avoir l'avis de la Commission électorale nationale autonome. C'est le seul organe qui a mis en œuvre le code et qui peut dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et donc moi, je pense qu'il faut que la balle aille à terre et que, bon, maintenant, nous avons fait la démonstration de notre vivacité démocratique et beaucoup de voix se sont levées et les anciens amis se sont entrechoqués. OK, mais moi, je pense que maintenant, on peut mettre la balle à terre et que les parlementaires qui sont les champions de la révision, moi, je veux les exhorter à reformuler leur argumentaire. Parce que si l'argumentaire n'est pas solide, l'acte qui suit, pour moi, n'est pas valable. Merci. C'était donc Rufin Godjo, spécialiste des questions électorales. Avec lui, on a parlé des élections, de tout ce qui se fait comme remue-ménage en matière de révision de la Constitution et de révision du Code électoral. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez tiré leçon de tout ce qui a été dit, ramener la balle à terre, impliquer tous les acteurs pour trouver un terrain d'entente. Et grâce au consensus, on pourra avancer et enraciner davantage la démocratie béninoise. Merci à tous d'avoir suivi cette émission.